défis sécuritaires, audience tous azimuts à Koulouba. Le président de la République échange avec les ambassadeurs de Chine, de la Russie et du directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO. Reconstruction du Mali, les bailleurs de fonds continuent de se mobiliser. Les ambassadeurs des pays contributeurs ont été reçus par le Premier ministre. Avec Modibo Keïta, il a été question des préparatifs de la prochaine réunion devant se tenir ici à Bamako. Assistance humanitaire, Budapest en Hongrie et Bamako initient une caravane au nombre de 500 partis de Budapest depuis le 16 janvier. Les caravaniers ont été accueillis en grande pompe hier au Centre international de conférence de Bamako. Nous sommes lundi 2 février. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République a reçu en audience, donc aujourd'hui, les ambassadeurs de Chine, de la Russie, ainsi que le directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO. Au menu des échanges, la situation sécuritaire dans notre pays, le renforcement de la coopération entre le Mali, la Chine et la Russie, et l'ISESCO, bien entendu. Daouda Sidiki Diarra était présent à Koulouba. Avec l'ambassadeur de Chine, il a été question des relations excellentes entre le Mali et son pays. Celles-ci ont fait l'objet de la signature et du développement de plusieurs accords de partenariat et de coopération. Je suis vraiment ravie d'être reçue par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et j'ai profité de cette occasion pour lui transmettre un message de félicitations adressé par son homologue chinois, son Excellence Xi Jinping, à l'occasion de son anniversaire. Le président chinois félicite aussi des résultats obtenus par le peuple et le gouvernement malien sous la direction du président Ibrahim Boubacar Keïta ces dernières années dans le domaine de la promotion, de la réconciliation, du développement économique et de l'amélioration des conditions de vie du peuple. Quant à l'ambassadeur de Russie, les échanges avec le président de la République ont longuement porté sur la situation sécuritaire dans notre pays. Une des raisons, c'était de présenter nos vœux à l'occasion du 70e anniversaire du président. Et je lui ai porté le message de Poutine qui lui est adressé à cet effet. Et j'ai assuré le président du soutien, d'accompagnement continu par la Russie de la cause malienne, du gouvernement malien et de tout ce qui est fait pour faire triompher la paix et la stabilité au Mali, pour faire redresser la situation. Et surtout, j'ai attiré l'attention du président que nous avons sorti la mise au point de notre ministère des Affaires étrangères juste à la suite des événements à Tabancourt qui ont provoqué beaucoup de remous ici, pour appeler toutes les parties, sans exception, à la retenue, au renoncement à la violence et aux hostilités, comme c'est prévu par les accords. On a évoqué certaines choses plus pratiques en ce qui concerne notre coopération dans le domaine de la défense, dans certains autres domaines. La troisième personnalité russe est le directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO. Le docteur Abdelaziz Othman Al-Touadjri est en visite de 48 heures dans notre pays. L'un des temps forts de l'audience, c'est la décoration du docteur au grade de commandeur de l'ordre national à titre étranger par le président de la République. Je présente le projet de création d'instituts culturels ici à Bamako. Et le président de la République a été tellement heureux d'apprendre cette nouvelle. Nous continuons à travailler avec force avec tous les ministères concernés pour réaliser en tout cas les projets communs. Et son Excellence, Monsieur le Président de la République, m'a montré en tout cas le projet de l'Université de Tombouctou. Et c'est un projet très important qui mérite d'être appuyé et soutenu.
Voilà, nous avons oublié de vous signaler, de vous rappeler que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a eu ses 70 ans il y a quelques jours. Le directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO, est donc dans notre pays pour 2 jours et ce matin en compagnie du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique. Il a visité l'Université du Sahel dispensant des cours en arabe, en français et en informatique. Et le corps professoral a reçu des ordinateurs portables. Le compte-rendu est de Moïse Traoré. Fondée en 2012, l'Université du Sahel reçoit 487 étudiants. En compagnie du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO, visite la structure relevant de l'ONG de solidarité islamique Al-Farouk. On a besoin des salles de classe, des salles de conférence, des livres que vous avez vu, la bibliothèque de l'Université de Sahel aussi, qui a besoin certes beaucoup de livres dans des domaines différents. Institut privé d'enseignement supérieur, l'université dispense des cours d'arabe, de français, mais aussi d'informatique. Devant les étudiants, le directeur général de l'ISESCO a prêché pour le respect de la personne humaine et de la loi islamique comme enseigné entre ses murs. Le directeur général de l'ISESCO est arrivé à Bamako la veille. Le Mali a une longue histoire d'islamisation. Nous devons tous contribuer à son renforcement. La civilisation humaine a toujours été présente au Mali. Nous devons renforcer nos liens de coopération dans le cadre de la religion. Au terme de la visite de courtoisie que lui a rendue le ministre de l'Enseignement supérieur à son hôtel, le Saoudien de 65 ans a offert 5 ordinateurs portables pour le corps professoral. Direction la primature, le Premier ministre a rencontré les représentants de la Troïka, si vous voulez, l'ensemble des bailleurs de fonds du Mali. Avec ses invités, il a été question de la tenue prochaine de la réunion des bailleurs de fonds ici à Bamako et surtout de dégager avec le Premier ministre les priorités du gouvernement. Le compte-rendu de Alousseni Touré. À l'ordre du jour de cette rencontre avec le Premier ministre, les préparatifs de la rencontre des bailleurs de fonds prévus dans 2 semaines et plusieurs autres sujets y liés. La Troïka, ce sont les représentants des bailleurs. Et dans la Troïka, on trouve la France, qui en assume la présidence. Ensuite, la Banque mondiale, le Canada qui vient d'arriver et la MINUSMA. Alors cette réunion avait 3 objectifs. Le premier objectif, c'était de s'entendre sur, en quelque sorte, les modalités de notre dialogue. Quand est-ce qu'on allait se réunir, combien de fois, etc. Et de quoi est-ce qu'on allait parler. Le deuxième objectif, c'était d'écouter le Premier ministre. Parce que les partenaires techniques et financiers n'inventent rien. Nous, notre objectif, c'est d'aider à la politique définie par le Mali. Donc il était nécessaire d'entendre le Premier ministre sur ses priorités, de façon à ce que les partenaires techniques et financiers collent aux priorités du Premier ministre. Et le troisième objectif, c'était tout simplement de préparer la grande réunion du 17 février, qui sera la dernière réunion consacrée à ce qu'on appelait les réunions de Bruxelles. Le Premier ministre a évidemment déroulé les priorités de son gouvernement, priorités autour desquelles s'articulera l'intervention de la Troïka. Il s'agit notamment de la justice, de la sécurité, de l'agriculture et de l'industrie. Nous sommes parfaitement en phase sur les objectifs qui nous ont été présentés et que nous les soutenons. Je crois que l'objectif d'amélioration de la sécurité du Mali, l'objectif d'amélioration des conditions de vie des Maliens, l'objectif de l'amélioration, je dirais, de la justice au sens large du terme, ça c'est des objectifs qu'on ne peut que soutenir, de la même façon que, j'allais dire, l'importance de certains thèmes comme l'éducation, l'agriculture, la transformation. Je rappelle que ce pays produit beaucoup, transforme pas beaucoup. Seule difficulté liée au décaissement, la lenteur dans le lancement et l'exécution des appels d'offres, ce qui en soi se comprend aisément. Et s'agissant de ces appels d'offres, certes ça prend du temps, mais en même temps nous devons lutter contre le temps. Parce que ce pays a besoin de projets.
Les PTF, les partenaires techniques et financiers, sont là pour justement soutenir ces projets, donc soutenir l'activité, donc soutenir les chefs d'entreprise et les entreprises du Mali. Donc notre rôle, c'est en quelque sorte d'assurer la régularité du processus et en même temps de l'accélérer au maximum pour que les projets sortent. Et donc l'activité. La Troïka se réunira le 17 février prochain pour tabler sur le développement du Mali et les mesures d'accompagnement. Nous sommes avec le Premier ministre, restons avec lui pour dire que contrairement à certaines informations qui circulent depuis ce matin et faisant état d'un accident qu'aurait fait le Premier ministre Modibo Keïta, il n'en est rien. D'ailleurs, on vient de le voir sur ces images en pleine forme. Le chef du gouvernement s'est rendu normalement au bureau tôt ce matin. Toutefois, son véhicule de service, après avoir déposé, le chef du gouvernement a fait un approchage en allant faire le plein de carburant. Donc, rien de tout ce qui circule depuis ce matin sur cet accident qu'aurait eu le Premier ministre, chef du gouvernement. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a tenu la réunion hebdomadaire interministérielle pour faire le point de la situation sur l'épidémie du virus Ebola. Les experts ont échangé sur les préoccupations du jour et ont adopté le compte-rendu de la rencontre précédente. Mariam Sagara était présente à son compte-rendu. Malgré la fin proclamée de l'épidémie à virus Ebola au Mali, les responsables chargés de la question consacrent par semaine un temps nécessaire pour faire le point de la situation générale. Cette disposition préventive maintient le cap de sécurité dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Auparavant, lorsqu'on avait des cas au Mali, ces réunions se tenaient à la primature. Actuellement, avec le calme intervenu, ces réunions se tiennent désormais au ministère de la Santé, sous la présidence de M. le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, qui est le premier président du comité permanent de gestion des épidémies. Donc maintenant, la maladie à virus Ebola rentre dans le cadre des épidémies. Et le centre des opérations d'urgence vient faire le point avec les représentants des différents ministères pour informer la nation par rapport à ces questions. Face à cette maladie à virus Ebola, la liberté malienne n'est que provisoire tant que le virus rôde encore à nos frontières. Il n'y a pas de cas de la maladie à virus Ebola au Mali. Mais il y a des cas dans nos pays voisins. Et c'est pourquoi nous devons rester vigilants. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre qu'il y a eu un cas à Sigiri. Sigiri-Bamako, c'est moins de 300 km. Il y a eu un cas à la frontière avec Kenyeba. Donc il faut renforcer davantage la vigilance. On a mis moins l'accent par rapport à la situation de non-épidémie. C'est pour dire que les mêmes dispositions continuent d'être prises. Il ne faut pas être surpris. Donc ce que nous demandons à la population, c'est de rester encore vigilante et de respecter les consignes comme si on avait des cas. Ces coordinateurs du centre de riposte exigent le maintien total de toutes les mesures préventives. Pour ces spécialistes, l'offensive demeure et restera de mise jusqu'à l'éradication totale de la maladie chez nos voisins. La société d'exploitation minière Randgold, par l'intermédiaire du ministère des Mines, vient de remettre un film de sensibilisation dans la lutte contre le virus Ebola au ministère de la Santé. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence des ministres des Mines et de celui de la Santé et de l'hygiène de l'hygiène publique. Adama Koulibaly, notre reporter. Notre pays n'est plus sous l'emprise d'une observation de la quarantaine de la maladie à virus Ebola. Mais cela ne fait pas oublier les autorités du pays de sensibiliser les populations sur les dangers de cette maladie. Le ministre des Mines, Dr Boubou Cissé, vient de remettre un film de sensibilisation sur les précautions à prendre pour éviter la maladie de l'Ebola au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, M. Ousmane Koné. M. Koné, en recevant les CD des mains de M. Cissé, a souligné que la lutte continue tant que la maladie n'est pas loin de la porte. Tant qu'il reste un seul cas, nous devons avoir la vigilance au même niveau. C'est pour cela que ce film vient à point nommé et nous nous ferons fort de le faire passer pour que l'actualité du message soit encore mise en évidence. Une cérémonie au cours de laquelle le directeur général de Randgold, Dr Marc Bristow, a salué la bonne collaboration entre sa société et le gouvernement.
Dans le cadre de la coopération hospitalière entre le CHU d'Angers et le CHU du Point G, les médecins d'Angers ont procédé ici à l'évaluation des dispositions prises pour la prise en charge du malade. Et cette évaluation a concerné le service des maladies infectieuses, voir comment améliorer le plateau technique de l'hôpital du Point G. Mamourou Sidibé, compte rendu. La coopération hospitalière entre le centre hospitalier universitaire d'Angers et celui du Point G est assez vieille. En 35 ans, cette coopération a beaucoup profité au CHU du Point G. En plus de nombreux dons d'équipements, nous pouvons retenir plusieurs dizaines d'agents du CHU du Point G formés dans les domaines ci-après: la cardiologie, la pneumologie, la maintenance biomédicale, les maladies infectieuses, la radiologie, la chirurgie cardiovasculaire, pour ne citer que ceci. Aujourd'hui, les bénéficiaires font du projet de chirurgie cardiovasculaire leur axe prioritaire de coopération. C'est pourquoi une équipe conduite par le maire d'Angers est venue évaluer sur place le fruit de la coopération. J'ai commencé à venir travailler dans le cadre de la coopération Esther sur le VIH, SIDA, et puis dernièrement l'arrivée de l'épidémie Ebola, un petit peu, on va dire, orienté vers l'hygiène hospitalière, et donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes intervenus cette semaine avec des formations auprès de différents services dans l'hôpital du Point G sur les précautions standards en hygiène hospitalière. Il s'agit également de restituer les résultats de l'évaluation faite sur les agents formés. C'est que ceux-ci prennent comme disposition depuis l'entrée du malade à l'hôpital, ce qui marche et ce qui ne marche pas. En plus de l'équipement dont on est en train de chercher pour élever le plateau technique, pour pouvoir faire toute la chirurgie cardiaque au Mali ici, il y a l'amélioration de tout l'environnement autour de cette chirurgie cardiaque, en commençant par les examens de biologie, en passant par l'hygiène et les soins post-opératoires. Avec souvent l'équipe chirurgicale d'Angers, les médecins formés ont déjà réalisé 123 interventions chirurgicales au Point G. Sachez également que la cérémonie de lancement du rapport 2014 sur le travail des parajuristes du Mali s'est tenue cette semaine ici même à Bamako. Et les partenaires de cette cérémonie sont Wildaf Kafo et l'Association des juristes du Mali. Les détails avec Inaba. C'est un document de 39 pages qui vient d'être soumis au public. Ce document intitulé Rapport annuel 2014 sur le travail des parajuristes du Mali entre dans le cadre de la première édition de la Journée nationale des parajuristes. Cet outil permet d'établir une bonne distribution de la justice malienne. Ce rapport est le résultat des efforts faits par des acteurs de la société malienne qu'on appelle des parajuristes, qui travaillent nuit et jour dans les coins les plus reculés du Mali, pour informer, sensibiliser et aider les Maliennes et les Maliens à résoudre leurs problèmes de droit. Le travail des parajuristes est très important. C'est eux qui construisent un pont sur ces différentes divisions en facilitant l'accès à la justice et la démocratie pour ceux et celles qui en ont réellement besoin. C'est pourquoi, depuis 1991, les acteurs de la société civile, à travers sensibilisation, causerie, débat, écoute, orientation, ont décidé d'apporter leur contribution pour la bonne marche de l'appareil judiciaire. Aujourd'hui, le nombre de ces parajuristes est de 123 qui sont opérationnels, dont 93 femmes et 30 hommes. Les thèmes qui étaient abordés selon le traité étaient relatifs à l'état civil, les droits de la femme, les droits de l'enfant. Parmi les thèmes également traités, nous avons entre autres le foncier. À noter que 123 parajuristes sont opérationnels dans cette zone d'intervention. Ils fournissent à la communauté locale un large éventail de services juridiques, à savoir les orientations et conseils juridiques et les services de médiation. Incident survenu à Gao, l'opposition s'est rendue aujourd'hui même à Gao. Entre elle et les acteurs de la société civile, beaucoup d'échanges constructifs en faveur de la sécurité au nord. Au cours de la rencontre sur le sujet, Soumaïla Sissé et Tchiblin Dramé, respectivement présidents de l'URD du Parena, ont réaffirmé leur soutien à la population en déplorant cet événement. La délégation s'est rendu à l'hôpital pour voir les blessés de Gao et de Tabankorte. Gao, Daouda, Zoumana Traoré.
Après avoir condamné les événements de Gao et de Tabankort, l'opposition a dépêché une mission dans le but d'échanger avec les forces vives de la société civile de la cité des Askia. Vous, on veut que vous soyez notre porte-parole pour dire au gouvernement de prendre des dispositions pour nous sécuriser. Partout dans les accords d'Alger, j'entends les groupes armés, mais je n'entends pas les mouvements de résistance. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est que Gao restera dans la même position. Et on va continuer à dénoncer. On va continuer à sécuriser la région. On va continuer à dire que nous ne serons pas des esclaves sur notre propre territoire. Les visiteurs, composés principalement de 4 présidents de partis politiques, ont beaucoup apprécié la bravoure des jeunes et la sagesse du 3e âge. Nous sommes venus ici parce que nous sommes maliens. Nous sommes venus ici pour vous dire que ce n'est pas un combat d'opposition à une majorité. Nous voulons que le Mali existe, que le Mali continue à exister. Mais le Mali sans Gao, il n'y a pas de Mali. Notre histoire passe par ici, nos valeurs passent par ici. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour vous apporter notre solidarité. Déplorer ce qui est arrivé à Gao, pour que cela n'arrive jamais plus à Gao. Ensemble, visiteurs et autres ont proposé de redoubler de vigilance et de renforcer les dispositifs de sécurité au profit de la population. Nous ne sommes pas surpris que ce soit les jeunes de Gao, en relation avec leur père, avec les guides spirituels, les chefs religieux, avec leurs mères et leurs sœurs, qui ont résisté à l'occupation, qui aujourd'hui lèvent très haut le drapeau du Mali, le drapeau de la résistance. Et quelle est la signification de ce drapeau? Mais c'est l'unité nationale. Les familles endeuillées ont reçu la visite de la délégation dans laquelle elle a présenté les condoléances de l'opposition. Pour s'imprégner de l'état de santé des blessés, l'opposition s'est rendue à l'hôpital où elle a remis aux victimes de la marche de Gao et des affrontements de Tabankort la somme de 2 500 000 francs CFA. La compagnie malienne de navigation Comanar, dans une dynamique de renforcement de sa flotte fluviale, ses nouvelles acquisitions en provenance du port d'Abidjan sont en territoire malien depuis la semaine dernière. Et le convoi était en transit samedi et dimanche à Sikasso. Une traversée de la ville sous grand contrôle et sous le regard de nombreux curieux de la cité du Kénédougou. Et Sekou Konaté nous dit que Sikasso était sans électricité tout le week-end. Partis du port d'Abidjan depuis décembre, les 2 bateaux destinés à la compagnie malienne de navigation Comanar sont entrés en territoire malien au poste frontière de Zégua le mardi 27 janvier. Les problèmes particuliers ont été globalement l'état des routes, l'état, disons la forêt, bien sûr, les arbres, vu les dimensions. Donc il a fallu couper quand même pas mal, élaguer. Et puis bien sûr tous les câbles électriques et téléphoniques de l'itinéraire. Ces 2 mastodontes sont portés par 2 camions dotés de porte-chars de 128 roues chacun. Une véritable charge dont la traversée des grandes agglomérations n'est pas sans difficulté pour les sociétés de distribution d'électricité et de télécommunications. Et ça nous a posé beaucoup de difficultés pour la traversée. Mais nos hommes vraiment ont fait beaucoup d'efforts avec l'implication de tout le staff de Sikasso pour que cette traversée puisse se faire dans les meilleures conditions. Mais nous allons continuer toujours à les suivre. Face à ces désagréments, les autorités régionales appellent à la compréhension. C'est pour dire à la population de faire beaucoup attention. Regarder de passage, c'est pas mal, mais il faut être très prudent puisque les bagages sont vraiment encombrants et c'est très volumineux sur le passage. Ces 2 bateaux de fabrication chinoise qui vont renforcer la capacité de la flotte de la Comanav ont la particularité d'affronter le fleuve Niger en proie à l'ensablement. L'arrivée à Koulikoro est prévue pour jeudi prochain. Restons avec Sekou Konaté à Sikasso où a pris fin les travaux de la rencontre d'échange entre autorités frontalières du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire sur les pratiques illicites et les tracasseries routières. Une rencontre sanctionnée par une plateforme de dispositifs susceptible de réduire le phénomène. Pendant 2 jours, les participants, autorités administratives et politiques, acteurs du secteur des transports du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, ont passé en revue les textes réglementaires relatifs au transport routier, identifié les actions concrètes à mettre en œuvre et définir un plan d'exécution à court terme. Ça nous a permis d'abord d'échanger
entre hommes. Vous savez que, quelle que soit la politique, c'est les hommes qui l'appliquent. Si les hommes se connaissent, cette politique-là s'applique encore plus facilement. Donc il y a eu ces échanges avec nos pairs du Burkina et du Mali. Au regard des débats et des échanges, nous repartons très satisfaits et surtout les échanges d'expérience. Parce qu'il faut dire que la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso sont 3 pays qui ont un destin commun. À l'issue des débats francs et d'échanges approfondis, les participants ont convenu de la mise en place d'une plateforme dont la mise en œuvre permettra de minimiser le phénomène. Nous avons pris quand même des recommandations qu'on va mettre sur place et on va quand même les exécuter. Et que nous demandons vraiment à chaque acteur vraiment de respecter la mise en œuvre de ces des recommandations. Et aussi que la plateforme qu'on va mettre en place aussi soit fonctionnelle et que les membres qui font partie aussi vraiment soient des personnes dirigeantes quand même pour que vraiment la fluidité de transport entre les 3 États là soit une réalité. J'invite donc les organisations du secteur du transport, les services d'encadrement à initier des cadres de concertation périodiques afin d'harmoniser les points de vue et de professionnaliser les secteurs. Pour ma part, j'apprécie à leur juste valeur les solutions et les recommandations qui ont été faites et j'engage les services techniques à accompagner les collectivités territoriales, notamment le conseil régional, dans leur mise en œuvre. Une rencontre somme toute pleine d'espoir pour une meilleure circulation des personnes et de leurs biens le long des frontières des pays impliqués. L'association de l'Agence d'exécution des travaux publics pour l'emploi, AGETIP, a tenu son assemblée ordinaire, c'était à son siège. Les membres du conseil ont adopté le procès verbal de la session extraordinaire, présenté l'exécution provisoire du budget 2014 et bien évidemment examiné et adopté le projet de budget 2015, nous dit Ibrahima Tchokari. L'agence d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi AGETIP Mali se porte bien. C'est du moins l'avis de l'Assemblée générale de cette structure. En effet, au cours de l'exercice 2014, l'agence a dégagé un résultat provisoire excédentaire de plus de 168 millions de francs CFA. Pour 2015, l'association nourrit de grandes ambitions. Pour l'exercice 2015, l'agence prévoit 1 357 483 079 francs CFA au titre de cette rubrique, dont plus de 95% sont constitués par les honoraires de maîtrise d'ouvrage délégués pour 1 170 millions de francs CFA. Le budget 2015 se caractérise surtout par la remise à niveau du salaire du personnel qui avait été réduit suite aux événements de 2012. Parlant de la santé de la structure, le directeur général est on ne peut plus optimiste. Au regard des chiffres, on est arrivé quand même à maîtriser les charges et aussi les produits ont augmenté, ce qui nous a amené vraiment à faire ce résultat. Mais ce résultat, on le doit d'abord à l'orientation du conseil d'administration sous l'égide de son président et puis aussi de l'appui qu'on a au niveau du département de tutelle. Conformément à ses ambitions, l'association prévoit de grands chantiers. Il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts ou qui sont en cours d'ouverture pour ce qui concerne 2015. Et quand vous regardez au niveau des éléments du budget 2015, nous envisageons en réalité environ exercer ou exécuter plus de 27 milliards de travaux. L'Assemblée générale a félicité la direction pour ses choix de gestion éclairés et pour sa volonté de maintenir l'AGETIP Mali dans le peloton de tête des agences en Afrique. Nous arrivons à l'autre titre phare de ce journal. Après près de 3 ans d'absence pour cause d'insécurité, la caravane Budapest-Bamako revient au Mali pour cette 10e édition. La caravane humanitaire d'assistance aux populations démunies des villes et des campagnes est partie de Budapest en Hongrie. C'était depuis le 16 janvier dernier. Les 500 caravaniers ont été accueillis hier dimanche par les autorités. C'était à la faveur d'une cérémonie organisée à l'esplanade du Centre international de conférence de Bamako. Mohamed Ould Mamouni a suivi cette arrivée pour nous. La caravane
Budapest-Bamako revient de plus belle au Mali avec cette année près de 480 caravaniers répartis entre 170 véhicules, 25 motos et 5 camions. Cette caravane, qui est à sa 10e édition, se dit d'abord humanitaire et touristique. C'est des participants bénévoles qui s'inscrivent, qui regroupent des dons et nous venons avec ces dons-là en Afrique, principalement au Mali. Concernant les dons, c'est que nous avons eu à donner beaucoup de dons de par le temps. Nous avons construit des écoles dans les parages de Djema, nous avons électrifié des villes dans les parages de Djema, nous avons construit des forages, nous avons équipé des centres de santé. Aujourd'hui aussi, nous avons amené 2 ambulances, une ambulance pour Djema, une ambulance pour Bamako et 2 ambulances motorisées que nos amis américains ont voulu bien donner à la ville de Djema. La forte colonie hongroise a parcouru près de 8500 km via la France, l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie. Les caravaniers ont été accueillis à Bamako par les autorités maliennes. Pour Ndjaye Ramatoulaye Diallo, cette caravane constitue pour notre pays un signal fort pour la relance du secteur touristique malien. Il n'est un secret pour personne que le tourisme malien, depuis la crise politico-sécuritaire de 2012, se trouve à la croisée des chemins et cherche ses repères. Cette caravane montre que le défi sécuritaire peut être relevé grâce à nos forces armées et surtout grâce à l'accompagnement de nos partenaires. Chers caravaniers, vous donnez un cachet particulier à cette 10e édition en osant joindre l'utile à l'agréable, en associant à l'humanitaire le tourisme de découverte, le tourisme solidaire et l'écotourisme. Il faut par ailleurs signaler qu'avant l'étape de Bamako, la caravane est passée par Djema, Bambara et la réserve du Bafi. L'objectif est de faire découvrir à nos hôtes les facettes cachées de la faune, de la flore et de la culture malienne. Les journées théâtrales Gimba National, c'est le thème d'une rencontre culturelle qui regroupe des comédiens. Elle est initiée par Habib Dambélé, lui-même dit Gimba. La toute première édition de ce rendez-vous artistique se tiendra ici à Bamako au mois d'avril prochain. Madame le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme était présente. Noum Sissoko, compte rendu. Les journées théâtrales Gimba National vont se dérouler à Bamako à partir du 17 avril prochain et dureront une semaine. L'événement regroupera des musiciens et comédiens nationaux et internationaux. L'initiateur de ces journées culturelles, Habib Dambélé dit Gimba, veut ainsi valoriser le métier de comédien souvent mal perçu dans notre société. Aujourd'hui au Mali, l'artiste griot, quand ça ne va pas chez lui, il peut aller voir son Datiki pour le supporter. Mais le comédien malien, qui il va voir? Donc c'est une couche qui est vraiment délaissée. Donc c'est un plaidoyer que Gimba National fait par rapport à la vie du comédien malien. Les ressources générées par ces journées serviront à la réalisation d'un espace dédié au spectacle des comédiens. Les fonds générés par le festival serviront à construire une maison de comédie club, comme à Marrakech, comme l'a fait Jamel Debbouze là-bas. Et chaque année, il regroupe les différents artistes. Il contribue au développement de la vie des comédiens. Je veux être convaincu que ces journées théâtrales Gimba National seront un tremplin pour une génération déjà talentueuse, mais qui aura toujours besoin de cette rigueur qu'exige le professionnalisme. Je voudrais ici vous engager tous à faire de ces journées théâtrales le vecteur infaillible de transmission d'un message d'intérêt national, à savoir la paix, la lutte contre Ebola, la lutte contre la corruption et surtout le travail pour le développement. Les journées théâtrales Gimba National seront annuelles. Pour cette première édition, en plus des prestations d'artistes, il y aura la dédicace du roman de Habib Dambélé dit Gimba ainsi que des conférences débats. Petit Gimba en action. Festival sur le fleuve Niger, jour J-2. Les derniers réglages de la 11e édition du Festival sur le fleuve Niger sont en cours. Le gouverneur de Ségou a visité aujourd'hui les sites qui vont abriter ces activités. Il s'agissait pour Tcherno Boubacar Sissé de s'assurer des dispositions par rapport au bon déroulement de ce rendez-vous de la cité des Balanzas. Qu'en décide là? Le premier site visité par le gouverneur de la région et sa délégation est le Quai des Arts. Ici,
Le décor est planté pour assurer les spectacles. Scènes, tribunes, chapiteaux, les stands pour la foire, tout est en place. Au niveau du centre culturel Corée ou du siège de la Fondation Festival sur le Niger, également visité par la délégation, l'organisation est à pied d'œuvre pour les derniers réglages. Et ce que je viens de voir me réconforte par rapport à la bonne organisation de ce festival, surtout les mesures sécuritaires. Toutes les dispositions sont prises, surtout par rapport à la maladie à virus Ebola. D'autres dispositions non moins importantes sont prises pour donner un éclat particulier à ce rendez-vous du donner et du recevoir. L'assainissement, on a déjà commencé il y a à peu près 1 mois. Et il y a eu des jeunes et puis des personnes de bonne volonté qui nous ont accompagnés dans cet assainissement concernant quand même l'assainissement en général. Et surtout, le point va être marqué sur le festival sur le Niger pour que vraiment Ségou Asseni ville propre soit une réalité. Le gouverneur de Ségou a mis une rencontre à profit pour donner quelques consignes ou instructions pour le bon déroulement de la fête. On note que pour cette 11e édition, la ville de Ségou s'apprête à accueillir environ 30 000 festivaliers. Et le RTM sera au cœur de cet événement culturel. Plus de 5 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe destinée à financer 72 établissements scolaires, 28 unités de soins et des points d'eau dans le cercle de Yanfolila. Ces réalisations s'inscrivent dans le cadre du projet Une initiative, une école, une unité de premiers soins, un point d'eau. Le lancement des activités de ce projet s'est déroulé à Yanfolila. Envoyés spéciaux Fademba Keita et Sidi Modibo Dambélé. En octroyant 100 kits au cercle de Yanfolila, en raison de 103 millions de francs CFA par kit, le projet Oumoudili s'engage sans contrepartie à mettre à disposition de la population des infrastructures scolaires, sanitaires et des points d'eau. L'initiative du coordinateur s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement du gouvernement pour le mieux-être des populations. Un kit est composé de 6 salles de classe, une direction, un bloc de 4 latrines, une infirmerie et un forage pour un coût de 80 millions. Et l'équipement fait 23, donc ça fait 103 millions par kit. Maintenant, Ouassoulou en a bénéficié 50. Et nous souhaitons, dans un délai de 90 jours, que l'ensemble des forages et des infirmeries soient terminés. La réalisation des infrastructures prévoit pour la jeunesse près de 10 000 emplois. Nous, on se réjouit, on est émus. Nous ne pouvons que remercier l'heureux donateur. Notre devoir est le bon entretien et envoyer les enfants à l'école pour l'amélioration du taux de scolarité. Aujourd'hui, les classes sont là, équipées, les maîtres sont pris en charge. Qu'est-ce qu'on attend de plus? Donc à partir de cet instant, on n'accepterait plus que les enfants abandonnent les écoles pour aller sur les sites d'orpaillage. Cet investissement de plus de 5 milliards de francs CFA est financé par Bill Gates en partenariat avec les projets OC et Oumoudili. Dans le cas des derniers réglages, le coordinateur, avant de quitter, a successivement rencontré les acteurs qui sont les opérateurs économiques, les entrepreneurs, la jeunesse, les maires, les sous-préfets et les groupements des femmes. Le centre de santé communautaire de Guétéma est dans le cercle de Nioro du Sahel, a donc depuis vendredi dernier une nouvelle ambulance médicalisée avec toutes les commodités. Cet équipement roulant qui a coûté 30 millions de francs CFA est un don d'un ressortissant de cette commune rurale. Moussa Diakité depuis Nioro du Sahel. Flambant neuf, tout terrain et répondant à toutes les commodités du moment, cette ambulance dont des ressortissants du village vient ainsi enlever une grosse épine du pied des autorités sanitaires du cercle en matière de référence évacuation. Le don de cette ambulance est le premier geste ou le début du déroulement d'un vaste programme qui est initié par l'Association pour le développement intégré de Guétéma, ADI.
Et cette ambulance qui vient à point nommé n'est que le début d'un vaste programme de développement pour le village, pour la commune de Guétéma. Chez les autorités politiques, administratives et sanitaires du cercle, la joie était très grande. Cette ambulance, je dirais qu'elle est l'ambulance de tout le cercle de Nioro, parce que Guétéma fait partie de Nioro. On dira aussi aux autorités communales d'apporter toujours leur appui et leur conseil par rapport à la bonne gestion de l'ambulance. D'une valeur de 30 millions de francs CFA, cette nouvelle ambulance fait la fierté des 10 000 âmes des 11 villages qui composent la commune. Projection de film hier soir à la Maison de la Presse de Bamako. L'initiative de l'ambassade des Pays-Bas en partenariat avec l'association Scène-Film. Le public a eu droit à des extraits de films sur des questions politiques et les faits de société au Mali et au Burkina Faso. Ces extraits de films ont été réalisés par l'association burkinabé Scène-Film, qui est l'organisatrice du festival Ciné-Droit Libre de Ouagadougou. Mohamed Ouldou Mamounou nous en parle. Scène-Film Burkina est une association de défense et de promotion des droits humains et de la liberté d'expression à travers l'image. Cette association a réalisé plusieurs films au Mali et au Burkina Faso. Et par cette initiative, elle voulait partager avec le public malien le travail qu'elle a accompli ces dernières années. On est venu ici pour organiser cette petite soirée pour montrer un peu aux Maliens comment ça se passe au Burkina, les sujets qui sont traités et discuter pour voir est-ce que c'est possible de lancer une telle idée au Mali. Nous pensons que c'est une terre de débat, c'est une terre de liberté d'expression, donc normalement une idée comme ça doit pouvoir prospérer. Donc on est là un peu dans ce cadre-là pour montrer un petit bout aux Maliens et puis échanger pour voir comment on peut installer un festival comme celui-ci au Mali. L'ambassade des Pays-Bas est un partenaire privilégié de l'association Scène-Film. Elle a appuyé plusieurs initiatives de cette association. Nous, les Pays-Bas, on est là pour soutenir le Mali vers le développement. Et on voit surtout sur les réseaux sociaux qu'il y a une jeunesse très engagée, mais qui ne sait pas où ils peuvent s'exprimer. Donc l'ambassade a trouvé une bonne idée d'utiliser cette volonté de Ciné-Droit Libre de se présenter au Mali pour organiser cette soirée, pour donner l'opportunité aussi à la jeunesse de se rencontrer et d'échanger. Cette projection du film a donné lieu à un débat sur les différents thèmes. Les échanges ont été fructueux et déjà les responsables de l'association entendent désormais s'implanter au Mali. Une page noire dans ce journal, Mohamed Mokhtar Diallo s'est éteint le 27 janvier dernier, c'était à Paris. Il a été conduit à sa dernière demeure hier dimanche à Ségou. Économiste de carrière et commandeur de l'Ordre national du Mali, Mohamed Mokhtar Diallo a occupé plusieurs fonctions, dont le poste de directeur de la coopération internationale Kandesila depuis Ségou. Né le 6 février 1937 à Ségou et décédé le 27 janvier 2015 à Paris à l'âge de 78 ans, Mohamed Mokhtar Diallo est un homme d'exception. En témoigne l'horizon funèbre lié à sa mémoire. Aujourd'hui, nous avons perdu un grand homme, mais il restera indéfiniment dans nos cœurs. Commandeur de l'Ordre national du Mali, cet économiste de carrière a fait valoir sa compétence dans plusieurs structures nationales et internationales. À la Société malienne d'importation et d'exportation SOMIEX, à la Direction générale de l'Institut national de prévoyance sociale, il fut également conseiller technique au ministère des Affaires étrangères et directeur de la coopération internationale. Sur d'autres plans, Mohamed Mokhtar Diallo a servi à Dakar, à la société Selmali et au Rotary International, où il constitue une référence. Ses amis, parents et collaborateurs retiennent de lui un homme de valeur. C'est l'ami parfait, compétent, affable. Un homme de culture, un humaniste, infidèle à ses amitiés, mais un homme qui a toujours été au service de toute l'humanité. Au nom du président de la République, du chef du gouvernement, des autorités administratives et politiques de la région, de toutes les notabilités de la région de Ségou, présenter toutes nos condoléances afin que la terre lui soit légère. Mohamed Mokhtar Diallo, qui repose au grand cimetière de Ségou,
laisse derrière lui une veuve et 4 enfants. Dans un Père, cher Père, ainsi va la vie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille en son sein. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. L'information reprendra à ses droits demain, 10h-13h. Ça sera une présentation de Rachel Tessougué et je me ferai le plaisir d'être là, Inch'Allah, pour les éditions du soir. La grande édition, elle est prévue pour 20h. Pas de match de Coupe d'Afrique des Nations. Excellente nuit à tous. Au revoir.